Donc, j'ai le plaisir d'introduire Louis Rouillet, qui a été un temps rattaché à cette chaire, qui maintenant occupe une position postdoctorale au FNRS à l'Université de Liège, et qui a fait une thèse sur la fiction, donc, où il a abordé certains des points dont j'ai eu moi-même l'occasion de parler. Et ça tombe très bien que j'en ai parlé à nouveau de la fiction dans mon cours qui précède. Et il va nous parler de phénomènes que je vous laisse découvrir à travers son exposé. Toi, Louis. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup pour l'invitation. Et du coup, je voulais parler effectivement de métafiction littéraire. En réalité, François, c'est un petit peu à cause de toi. Parce que, en fait, voilà, je ne voulais pas trop ennuyer François. Et comme François connaît à peu près tout ce que j'ai écrit et ce que j'ai dit ces dernières années, il fallait que je trouve un nouveau sujet d'une certaine manière. Donc là, c'est aussi pour ne pas ennuyer François. Et en fait, à la réflexion, je pense que ça vaut pour vous aussi. Je dis vous, pas vous, le public du Collège de France. Pourquoi? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, vous êtes un public difficile. Parce qu'on ne peut rien présupposer de vos connaissances, on ne peut pas non plus présupposer votre intérêt. Et en fait, en deux mots, je pense que vous êtes le contraire d'un public captif. Et du coup, il faut essayer de vous retenir. Et le thème de la métafiction est une manière de retenir les gens, je pense. Enfin, en un sens, vous, c'est pas le pire. Parce que vous êtes assez bien élevé. Je pense que si je vous ennuie, vous sortirez de l'amphithéâtre sans faire trop de bruit et puis tout ira bien. Mais en fait, il y a aussi des internautes, il y a des gens qui sont derrière la caméra là-bas, qui ne sont pas là et qui pourtant nous regardent. Et en fait, derrière leur écran, eux, ils peuvent à tout moment me mettre sur pause et me laisser là, dans les limbes de leur ordinateur. Et ça, c'est une pensée, vous avez compris, qui est très méta. Et c'était une manière d'introduire le thème de la métafiction, puisque j'ai fait d'abord référence à François, à vous, et ensuite au médium de diffusion en fait, de cette conférence. Donc c'est ce que va faire... c'est ce que fait en fait la métafiction, c'est-à-dire que c'est des fictions qui vont mettre en scène le propre dispositif fictionnel. Je regarde, je vois qu'il n'y a pas d'eau. Peut-être que je peux demander de l'eau à quelqu'un qui nous écoute là-haut. Je ne sais pas, on verra si ça arrive. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous remettre mal à l'aise à nouveau, peut-être à la fin de l'exposé, mais... D'abord, je vais parler de la métafiction et je vais essayer de tenir ensemble à la fois une espèce de définition philosophique et littéraire. Donc, je vais essayer de tenir ensemble en fait à la fois la théorie littéraire et la philosophie de la fiction. Ensuite, je vais faire un essai de ce que j'appelle de la narratologie formelle. Bon, voilà, c'est un mot que j'aime bien. Puis, je vais vous montrer en fait un dispositif fictionnel. Et enfin, je vais essayer de vous montrer comment fonctionne et comment dysfonctionne, puisque ça va être mon hypothèse de travail, un dispositif fictionnel qui dysfonctionne. Ok, c'est parti. Donc, pourquoi la métafiction? D'abord d'un point de vue philosophique. Donc, en fait, il y a deux types d'énoncés qu'on peut faire. François a parlé d'un premier type d'énoncé, d'ailleurs, dans son cours précédemment. Mais il y a deux types d'énoncés qu'on peut faire systématiquement avec à peu près tous les personnages de fiction. Donc voilà un premier. Je lis. Harry James Potter est né le 31 juillet 1980. Il est le seul être humain connu pour avoir survécu au sortilège de la mort jeté par Voldemort. Ok? Donc typiquement comme Sherlock Holmes, vrai dans la fiction. Mais en fait, on peut aussi parler des personnages de fiction avec un autre point de vue. Alors voilà un deuxième énoncé. Harry James Potter est le personnage principal de la série littéraire Harry Potter, écrite par l'écrivain J.K. Rowling. Ok? Donc, intuitivement, un est un énoncé fictionnel, en tout cas c'est comme ça que je vais l'appeler. On a une perspective interne, il s'agit d'imaginer, et c'est vrai dans la fiction. Deux, au contraire, est pas du tout vrai dans la fiction. C'est une perspective qui est externe,
et ça va être vrai dans le monde réel. Fictionnel, métafictionnel, c'est les mots qu'utilisent les philosophes de la fiction. Alors, cette distinction, en fait, est, je crois, très intuitive. Il n'y a pas besoin de faire de la philosophie, en fait, pour voir cette distinction. Et ça correspond à un phénomène qui est bien identifiable. En fait, les deux énoncés que je viens de prendre sont tirés d'un fan-wiki, d'un côté, et de Wikipédia, de l'autre. Okay ? Donc, Wikipédia a pour prétention de décrire la réalité. Un fan-wiki a pour prétention de décrire l'univers fictionnel. Et ces gens-là, évidemment, ne font pas spécialement de philosophie, hein, ils passent leur temps à juste éditer des contenus sur Internet. Et en fait, les gens se mettent d'accord, sans d'ailleurs demander aux philosophes ce qu'ils en pensent. Vous avez par exemple une distinction entre in-universe et real-world perspective qui est définie dans un manuel d'usage pour éditer des pages Wikipédia. Donc si vous voulez éditer une page Wikipédia, vous allez sûrement faire des choses pas bien et il va y avoir des éditeurs qui vont vous dire « lisez le manual of style parce que vraiment c'est n'importe quoi, vous confondez les deux perspectives ». Donc encore une fois, ça veut dire que cette distinction n'est pas technique. Mais en fait, elle est devenue technique à partir des années 70, essentiellement à cause de quelqu'un qui s'appelle Saul Kripke, qui en 1973 a fait une série de cours qui s'appellent les John Locke Lectures, qui ont été publiés ensuite sous le titre de Référence et Existence, Reference and Existence, qui est devenu en fait un bouquin un peu fondamental dans la philosophie de la fiction, où il utilise et il développe beaucoup la distinction entre énoncés fictionnels et métafictionnels. Et c'est central dans la philosophie de la fiction contemporaine. Donc pour ma part, en fait, je suis payé à plein temps pour réfléchir à cette distinction. Et évidemment, si vous re-regardez le cours de François Recanati il y a quelques années, en fait, c'est un des sujets principaux avec toutes les subtilités qu'il peut y avoir de cette distinction. Alors, cette distinction entre... Donc, je fais un petit excursus dans la philosophie de la fiction. Cette distinction, en fait, elle est devenue très intéressante philosophiquement, ou pour les philosophes, en particulier les philosophes du langage, parce qu'on l'a utilisée pour prouver l'existence des personnages de fiction. Okay ? Donc c'est le début, si vous voulez, d'une preuve de l'existence des personnages de fiction, qui a beaucoup intéressé François, d'ailleurs, qui a beaucoup parlé de cette preuve. Et la question qu'on peut se poser, et c'est intéressant du coup, c'est plutôt l'absolutisme de la vérité qui est derrière, je vais en parler, mais une question qu'on peut se poser quand on n'est pas philosophe, c'est de se demander comment on passe d'une distinction aussi innocente à une thèse aussi extravagante, puisque intuitivement, évidemment, les personnages de fiction n'existent pas. C'est sans doute le génie de la philosophie analytique, peut-être il y en a qui diront que c'est le génie de la philosophie tout court, je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire comment on fait dans la philosophie de la fiction. On fait ça en 3 étapes. On est effectivement absolutiste de la vérité, c'est la deuxième étape, mais d'abord, on remarque que les énoncés métafictionnels sont vraiment vrais. Ils sont vrais du monde réel, ils ne sont pas vrais du monde fictionnel. Ensuite, effectivement, on est absolutiste de la vérité, pour reprendre le terme de François il y a une demi-heure, qui est que si c'est vraiment vrai, il doit y avoir un état de fait qui rend ça vrai. Merci beaucoup, Marianne. Il y a un état de fait qui doit rendre vrai le fait que Harry Potter est un personnage de fiction. Et cet état de fait, bon, bah, après on analyse, mais en gros, c'est le fait que J.K. Rowling a inventé un personnage de fiction, qu'elle a écrit à son propos, que vous en avez entendu parler, et qu'il y a même toute une institution très complexe qui fait que Harry Potter est une chose bien réelle, qui occupe une bonne partie de la sphère Internet aujourd'hui. Ok. Pour illustrer le propos, vous avez une sous-catégorie des énoncés métafictionnels qui sont beaucoup étudiés par les philosophes. Ici, c'est un bouquin de Lamarck et Olsen. Donc Lamarck, c'est un philosophe de la littérature, un esthéticien, et Olsen, un théoricien de la littérature, qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Truth and Literature en 1994. Et il donne cet exemple qui est en fait tiré des cours de Kripke dans la session de questions-réponses, et donc qui est devenu un peu célèbre. Donc je lis. Who created Frankenstein's monster? One answer from the internal perspective is of course Frankenstein. Only from the external point of view must the reply be Mary Shelley. Donc là, vous avez une illustration, alors qui marche très bien en anglais, mais qui ne marche pas très bien en français, puisque en anglais, effectivement, on peut utiliser le verbe créer, to create,
pour parler de la relation entre l'auteur et son personnage. En français, moi je pense qu'on dit plus volontiers inventer plutôt que créer, mais en tout cas, sachez qu'en anglais, c'est tout à fait idiomatique de dire que Mary Shelley, l'autrice, a créé le monstre de Frankenstein, qui est devenu évidemment une figure de la littérature mondiale, vous en avez tous entendu parler. Donc, ces énoncés créationnistes, si vous voulez, c'est rigolo ici, parce qu'en fait, on a l'impression que le monstre de Frankenstein a été créé 2 fois. Il a été créé d'abord dans la fiction par le savant fou qui s'appelle Victor Frankenstein, mais il a aussi été créé dans le monde réel par Mary Shelley, qui est l'autrice de Frankenstein. Et en fait, les énoncés créationnistes, c'est donc ceux qui impliquent les auteurs, donc auteur X crée personnage Y, et en fait, c'est simplement des manières d'affirmer qu'il y a des personnages de fiction, et c'est en analysant ça très précisément que ensuite les philosophes concluent qu'il doit bien y avoir des personnages de fiction, puisqu'ils ont été créés par des auteurs, etc. Donc ça, c'est en gros, si vous voulez, la plus grande part de ma vie scientifique consiste à essayer de résister à l'extravagance, hein. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas trop vous ennuyer avec ça, parce que c'est un sujet qui devient assez vite technique. Mais je voudrais en fait revenir à la distinction entre fiction et métafiction, pour remarquer qu'il y a des complications. Et ça va être les métafictions littéraires, justement. Donc en fait, Kripke lui-même a remarqué que la distinction entre la perspective interne et externe ne se généralise pas. C'est-à-dire qu'il y a des fictions qui viennent mettre le bazar dans cette distinction. Okay ? Donc, je lis ici, il y a des complications, elles sont ici. Donc, there are 2 types of predication we can make about Hamlet. Okay ? Fictionnel, métafictionnel. Maintenant, il va prendre un exemple d'énoncé métafictionnel. Let's take the statement, Hamlet was a fictional character. That is not true in the work of fiction itself. Donc Hamlet n'est pas un personnage de fiction dans la pièce. Et là, il ajoute, donc il conclut, je passe un bout, il conclut, For virtually no fictional person is said in his own work of fiction to be a fictional person. Et donc là, il essaye de généraliser et il dit, bon bah en fait, les personnages de fiction, c'est des personnages de fiction d'un point de vue externe, mais d'un point de vue interne, c'est toujours des individus comme vous et moi. Et là, il y a une petite note de bas de page qui est intéressante et qui gratte. However, complications do occur, leading to my parenthetical qualification. Donc il a mis ici virtually. Donc quand ça se passe bien, c'est comme ça. Et maintenant, un exemple. See, for example, The Comforters by Muriel Spark. Donc je vais en parler tout de suite. Alors là, il ajoute « In some other version of the present lectures, I discuss such works ». Alors moi, j'ai jamais vu cette discussion. Pour le coup, François, si tu sais où ça se trouve, j'aimerais bien savoir. Sachant que c'est une note de bas de page, je ne sais même pas, même s'il en a parlé pendant son cours. Donc on est vraiment sur un truc de « bon, c'est un peu compliqué, quoi ». Et donc il dit ensuite qu'il ne va pas parler de ses fictions et pas spoiler. Donc l'idée, et je pense que c'est tout à fait intuitif, c'est que les fictions dans lesquelles les personnages de fiction sont des personnages de fiction sont des cas bizarres, okay, des cas compliqués. On pourrait multiplier le vocabulaire, c'est des cas anormaux, peut-être c'est des cas pathologiques. Donc en fait, si vous voulez, dans ces cours, Kripke va dire, bon, on laisse ça de côté et on s'occupera des cas compliqués plus tard. Bon, c'est ce que je me propose, si vous voulez, d'analyser ces cas compliqués aujourd'hui. Okay ? Alors, voilà le roman des Consolateurs, ça a été traduit en 1991. En fait, dans le roman des Consolateurs, je vous donne juste un élément d'intrigue, puisque j'imagine que peu de gens l'ont lu, c'est pas forcément très connu. Mais donc, Muriel Spark écrit une fiction à propos de son héroïne qui s'appelle Caroline Rose. Caroline Rose qui, en fait, entend des voix. Et elle n'entend pas seulement des voix, elle entend des voix qui racontent exactement ce qu'elle pense et ce qu'elle fait. Et en plus, il y a des bruits de machine à écrire derrière. Okay ? Donc au début, elle pense qu'elle est folle, elle commence à réfléchir, tout ça. Et puis il y a une petite enquête et elle en arrive à la conclusion indubitable qu'en fait, elle est l'héroïne d'un roman. Et que du coup, bon, bah voilà, c'est ça, c'est un personnage de fiction. Ok ? Je vais en reparler par la suite. C'est plutôt savoureux, en tout cas, ces raisonnements. Donc, maintenant, je vous propose une définition philosophique.
On peut appeler métafiction une œuvre telle que certains énoncés métafictionnels sont à la fois vrais dans la fiction et dans la réalité. D'une autre manière, on peut dire que les métafictions sont des fictions qui internalisent tout ou partie de la perspective externe sur les personnages. Okay ? Donc par exemple, l'énoncé « Caroline Rose est un personnage de fiction », c'est à la fois vrai dans Les Consolateurs et vrai tout court. Okay ? Et d'autres exemples typiques qui vont m'intéresser, c'est ce qu'on peut appeler les rencontres métafictionnelles. Donc c'est quand l'auteur ou l'autrice rencontre son personnage et se mettent à discuter. Donc ça, il y en a pas mal. Donc je pense qu'il est temps de se préoccuper de ces fictions anormales, parce qu'on a les outils pour le faire, et parce que je pense que c'est un point de contact très intéressant entre la théorie littéraire et la philosophie. À ce propos, j'en profite en fait pour faire un peu d'auto-promotion, parce qu'il se trouve que j'organise un colloque qui s'appelle Semantic Foundations of Narratology, où le but, c'est de faire se rencontrer des philosophes de la fiction et des théoriciens littéraires. Okay ? Si ça vous intéresse, il y aura un call for paper. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Alors, je ne fais pas de l'autopromotion sans raison, parce qu'en fait, la métafiction a été beaucoup utilisée pour faire de l'autopromotion. Donc ici, vous avez Hergé, qui dessine un prospectus publicitaire, où c'est Tintin, qui vient voir le libraire avec toute une série de livres de Tintin pour lui dire « achetez mes bouquins ». Okay ? Donc il y a un lien fort entre l'autopromotion et la métafiction, en fait. Ok, allons voir maintenant du point de vue littéraire. Donc, les littéraires, s'il y en a dans la salle, peuvent se dire que les philosophes ont en fait découvert l'eau tiède. Okay ? Donc la coïncidence entre les deux perspectives, c'est une possibilité que les auteurs, les autrices, les théoriciens littéraires connaissent très bien, et en fait dont la théorisation est vraiment l'objet de controverses tentaculaires, c'est partout, et notamment dans le courant qu'on appelle postmoderne, c'est vraiment un gros sujet. Ok, en fait cette complication, si vous lisez la théorie littéraire, elle est très bien identifiée, c'est le résultat de deux ingrédients. Il faut d'un côté la fiction et de l'autre côté la réflexivité. Ok ? Donc en fait, une métafiction littéraire, c'est une fiction qu'on peut appeler autoréférentielle, réflexive, en un sens qu'il va s'agir d'expliquer, et informellement, on peut dire que c'est une fiction qui a conscience d'elle-même, c'est une fiction qui dit « je ». Alors c'est intéressant parce que François, après son cours sur la fiction, a fait un cours sur la première personne. Donc peut-être la métafiction, c'est un moyen de prendre ces deux cours et puis de les mélanger ensemble. Donc la terminologie parle d'elle-même, ici j'ai mis en jaune... il y a plein de terminologies pour parler de ces métafictions. Moi, j'utilise le terme métafiction. Vous voyez que c'est aussi pour faire le lien avec la philosophie. Dans la théorie littéraire, on parle de fiction auto-consciente d'elle-même, réflexive ou autoréflexive, autoréférentielle, fiction narcissique, un terme que j'aime beaucoup, ou une fiction autoreprésentationnelle. En fait, il y en a plein d'autres. Ok ? Alors voilà ce que disent quelques théoriciens littéraires là-dessus. Je pense que c'est intéressant pour motiver en fait ce que je vais proposer ensuite comme hypothèse de travail. A self-conscious novel, briefly, is a novel that systematically flaunts its own condition of artifice, and by doing so, probes into the problematic relationship between real-seeming artifice and reality. Linda Hutcheon, qui arrive avec son idée de fiction narcissique, Metafiction, as it has now been named, is fiction about fiction, that is fiction that includes within itself a commentary of its own narrative and or linguistic identity. Et elle commande sur son terme, narcissistic, the figurative adjective chosen here to designate this textual self-awareness, is not intended as derogatory, but rather as a descriptive and suggestive. Et en fait, elle fait référence au fait que beaucoup de théoriciens littéraires trouvent que la métafiction littéraire, c'est vraiment un truc de narcissique, et le prennent vraiment au sens négatif du terme. Enfin, Patricia Vaux, c'est exactement la même chose que Kripke. The lowest common denominator of a metafiction is simultaneously to create a fiction and to make a statement about the creation of that fiction. Vous avez vraiment exactement la même chose que l'idée qu'on peut tirer de Kripke. Et par la suite, encore cette idée de dysfonction ou de déraillage. Frames are set up only to be continually broken. Contexts are instantially constructed only to be subsequently deconstructed. Ok. Alors, petite distinction liminaire sur lesquelles on pourra revenir peut-être en période de questions, si vous voulez, mais je pense qu'il ne faut pas confondre métafiction et mise en abîme. Donc, mise en abîme, c'est exactement comme la couverture de Muriel Spark, ou pour les Français, c'est exactement comme La Vache qui rit.
Donc c'est vraiment la représentation qui se met en scène à l'intérieur. En fait, la mise en abîme, c'est plutôt une technique générale qui peut servir à faire de la métafiction, mais pas nécessairement. Okay. Autre terme, du coup, bon, alors, très compliqué, très controversé, qui est celui de métalepse, qui est celui de Genette. La métalepse, en fait, c'est la transgression entre des niveaux de réalité. Alors, pour ceux qui connaissent, ça ressemble beaucoup aux Strange Loops de Douglas Hofstadter, et qui était en fait sur la couverture du bouquin Perspectival Thought de François Recanati. Vous avez des représentations qui font des boucles étranges. Donc c'est à peu près la même chose, Strange Loops et Métalepse. Donc ça c'est pour si vous connaissez Douglas Hofstadter. En fait, donc ce que je vais dire ici, mais on peut en discuter dans la période de questions, c'est que les métafictions en fait sont un cas particulier de métalepse. Okay. Et en fait, ça va être ces métalepses qui jouent avec la frontière entre la réalité et la fiction. Donc si vous voulez des métalepses qui ne sont pas métafictionnelles, vous pouvez penser à La rose pourpre du Caire de Woody Allen, qui est assez connu, où en fait vous avez un personnage qui est dans le film, et puis qui au bout d'un moment sort du film. Okay. Donc c'est impossible, mais c'est un cas métaleptique, puisqu'il y a une fiction dans la fiction, et la frontière entre la fiction dans la fiction et la fiction, et voilà. Mais on n'est pas sur de la métafiction. Pourquoi? Parce qu'en fait ça ne vient pas questionner la frontière entre la réalité et la fiction. Il y a du vocabulaire technique, je ne vous embête pas forcément avec ça. Débat littéraire important, dont je ne vais pas parler, je veux bien en discuter informellement, mais en fait je ne suis pas vraiment un théoricien littéraire. On peut se demander si la fiction est un genre historiquement situé, est-ce que c'est un phénomène inhérent au récit fictionnel, est-ce qu'il y a des thèmes transversaux pour la métafiction? Il paraît que ça parle de la création, de la mort, du suicide, de la théorie. Okay. Gros sujet. Hein. Évidemment, vous voyez qu'on peut écrire beaucoup de choses là-dessus quand on est théoricien littéraire. Ok. Donc maintenant, voilà mon objectif et mon hypothèse de travail. Mon objectif, ça va être plutôt que par les théories littéraires d'explorer systématiquement ce que je vais appeler l'espace logique des métafictions possibles. Je vais essayer de les classer, si vous voulez. D'une certaine manière, pour vous, pour ne pas vous ennuyer, ça vous fera une petite liste de lecture. Si vous ne savez pas trop quoi lire en ce moment, je vais vous donner des métafictions à lire, peut-être même à écrire, si vous pensez qu'il y a des métafictions qui restent à écrire. À l'avenir, évidemment, c'est le rôle dialectique des métafictions à la fois dans le champ littéraire et philosophique, c'est ça qui m'intéressera, mais ce ne sera pas l'objet de cette conférence. Et l'hypothèse de travail, donc c'est le titre. Une métafiction, c'est une fiction qui fait systématiquement dérailler le dispositif fictionnel. En fait, c'est une hypothèse qui est vide, qui est non controversée parce qu'elle est vide, tant qu'on n'a pas spécifié ce que c'est que le dispositif fictionnel. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'un dispositif fictionnel fonctionnel, qui marche, normal, et ensuite je vais vous montrer comment on casse le dispositif fictionnel qu'on a mis en place. D'accord? Donc je vais parler d'artefacts dysfonctionnels. Ok. Donc c'est parti pour les artefacts dysfonctionnels. Donc d'abord je vais placer, si vous voulez, le type d'artefact qui m'intéresse. Et ensuite, je vais parler du coup des textes fictionnels comme des types d'artefacts pour l'imagination. Et après, je vais déployer ce que j'appelle la double structure de feinte devant vos yeux ébahis. Donc, voilà les artefacts qui m'intéressent. On revient à Kendall Walton, un bouquin qui s'appelle My Mess is Make Believe, où l'idée est magnifiquement mise en lumière par Winston McKay, hein, qui n'avait donc pas lu Walton. Qui est donc un des premiers qui fait de la BD au début du XXe siècle. Et vous voyez ici donc Little Nemo qui à chaque fois se réveille d'un espèce de rêve. Et là, Little Nemo joue avec une arche de Noé. Et vous voyez que les animaux ils commencent à prendre de plus en plus de place. Et vous avez du coup l'illustration d'un jeu de faire semblant qui ouvre un monde et dans lequel qui va prendre toute la place. Et en fait, c'est ça. La théorie de Walton que de parler de comment est-ce que des objets peuvent ouvrir un monde. Alors, la thèse waltonienne tout à fait saisissante, c'est qu'en fait, il y a une grande continuité entre les jeux d'enfants et les œuvres d'art. Donc, il faut considérer les œuvres d'art comme on considère les jeux d'enfants. Et donc, voilà comment il développe ça dans son introduction. Children devote enormous quantities of time and effort to make-believe activities.
And this preoccupation seems to be nearly universal, not peculiar to any particular cultures or social groups. The urge to engage in make-believe activities and the needs of such activities address would seem to be very fundamental ones. If they are, one would not expect children simply to outgrow them when they grow up. It would be surprising if make-believe disappeared without a trace at the onset of adulthood. Et voilà sa thèse, la grande continuité. It doesn't. It continues, I claim, in our interaction with representational works of art, which of course itself begins in childhood. The forms make-believe activities take do change significantly as we mature. They become more subtle, more sophisticated, less overt. Donc vous avez une continuité entre des jeux d'enfants comme l'Arche de Noé de Little Nemo et une peinture de Matisse. En fait, c'est le même type d'artefact, seulement la peinture de Matisse, elle va être plus subtile, plus compliquée, moins transparente. C'est ça, en fait, la thèse de Walton. Donc le cadre waltonien marche sur deux jambes. Il vous faut une notion de prop, d'accessoire dans le vocabulaire du théâtre, qui va générer des propositions fictionnelles, et ensuite de principe de génération. En fait, j'ai même pas tellement besoin d'aller trop dans les détails, puisque vous savez très bien ce que c'est que jouer à un jeu de faire semblant avec des enfants. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, deux petites choses pour parler des artefacts. D'abord, dans le cadre waltonien, en fait, n'importe quel objet peut servir de prop. Okay, je peux utiliser ce pointeur comme un sabre laser. Très facile. Alors qu'il n'est pas fait pour, évidemment. Mais en fait, même des objets naturels. Donc, par exemple, vous regardez les nuages et puis vous trouvez des animaux dans les nuages. Bon, ben voilà, un jeu de faire semblant qu'on a tous fait. La fameuse banane que vous utilisez comme téléphone, on l'a tous fait aussi. Ok, la banane n'est pas faite pour ça, mais elle s'y prête très bien. Mais il y a aussi évidemment plein d'accessoires qui sont faits pour. Et vous avez typiquement pour les jeux d'enfants une poupée, où typiquement le jeu c'est de faire semblant que c'est un bébé. Et ensuite vous avez évidemment pour les arts des tableaux, des films, des comédiens. Les comédiens sont des props. Hein. Vous faites semblant que le comédien est le personnage. Et enfin, un principe de génération, une fois que vous avez votre objet, vous avez un principe de génération qui est en fait la règle du jeu, qu'on peut expliciter et qui est en fait conventionnel et qui établit en fait quel aspect du propre va compter comme une proposition fictionnelle. Bon, il y a plein de débats sur la classification générale que je passe sous silence, je pense que j'en ai pas besoin. En fait, le problème qui, moi, maintenant va m'intéresser, c'est est-ce qu'on peut trouver le principe de génération, puisque le propre, on l'a, hein, c'est le bouquin que vous ouvrez, ça va être notre accessoire. Mais maintenant, est-ce qu'on peut trouver le principe de génération qui va s'appliquer à tout et seulement au texte de fiction? Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un texte de fiction et d'un côté une poupée et de l'autre côté un tableau? Donc qu'est-ce qui distingue les fictions littéraires comme artefact pour l'imagination? Donc un bon candidat, une fois que vous avez posé cette question, c'est ce qu'on appelle le contrat fictionnel. Pour ceux qui connaissent Genette, voilà comment il le dit en passant dans son bouquin de 2004 qui s'appelle Métalepse. Contrat fictionnel qui consiste précisément à nier que la fiction est une fiction. Okay, donc c'est une formulation qui est un peu paradoxale et je vais essayer de l'expliquer. Alors je vais l'expliquer en suivant plutôt Everett, qui je pense est plus explicite, et vous allez voir, ça va me permettre de déployer ma structure. Ouais, mais je l'ai... Ouais, ok, d'accord, je vais essayer. C'est pas facile de faire de la traduction en instantané. T'as raison. Ok, donc je vais essayer de traduire en même temps que je l'ai en anglais. Alors... Donc, principe du rapport factuel, qui est en fait exactement le contrat fictionnel. Le principe du rapport factuel, c'est vraiment moche. En fait, il faut vraiment utiliser contrat fictionnel, je pense, pour traduire en français. Donc, voilà je vais lire juste la dernière phrase, parce que c'est ça qu'il faut. We pretend or imagine that the fictional text we are reading is a factual report. Donc, nous faisons semblant ou nous imaginons que le texte fictionnel que nous sommes en train de lire est un rapport factuel. C'est ça. Ça va être ça, la règle du jeu d'un texte fictionnel. Alors, c'est intéressant de le mettre comme ça, parce qu'en fait, Everett, qui ne l'invente pas, hein, c'est quelque chose qui est très discuté dans la philosophie, en fait, Everett, juste après avoir dit ça, il nous dit « oui, mais en fait, c'est ambigu ». Une fois qu'on a dit « on fait comme si le texte fictionnel était un rapport factuel », en fait, c'est ambigu.
il peut y avoir deux interprétations. Une interprétation que je vais appeler stricte et large du contrat fictionnel. Voilà ce qu'il nous dit. In fact, the report model can be understood in two different ways. Donc le contrat fictionnel peut être entendu de deux façons bien différentes. Depending on whether or not we understand the texts themselves to be present within the scope of the imagining stem prompt. Donc en fonction du fait ou non que les textes eux-mêmes font partie du monde fictionnel que nous imaginons ou pas. Ok ? Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. Soit vous avez une interprétation stricte, dans laquelle vous dites, dans la fiction, le texte est un texte non fictionnel, soit vous dites que ce n'est pas le cas. Alors, l'interprétation stricte, en fait, c'est Watson qui écrit les choses dans le monde et qui écrit quelque chose qui fait partie du monde. Moi, je prends pour exemple Lolita. Humbert écrit ses mémoires dans Lolita. Et vous devez faire semblant que vous, lecteur, vous lisez les mémoires d'Humbert. Ce qui d'ailleurs explique que ce n'est pas très fiable. Dans Le berceau du chat de Vonnegut, vers la fin, on peut lire « A curious 6 months followed, the 6 months in which I wrote this book. » 6 mois plus tard, j'ai écrit ce livre. Okay ? Donc le livre fait partie du monde qu'on imagine. Mais évidemment, vous voyez bien que c'est plutôt l'exception que la règle. En fait, il y a plein de cas où le rapport, ce fameux rapport des événements, ne fait pas du tout partie du monde qu'on est en train d'imaginer. Donc là, les philosophes s'amusent beaucoup avec Vous pouvez rajouter « and no one was left to tell the tale » à peu près n'importe quelle fiction, puis du coup, hop, c'est bon, le rapport, il ne peut plus être là. Okay ? Vous avez aussi les fictions sans esprit. Donc vous pouvez penser à des fictions où en fait, il n'y a que des cailloux et de la lave. Okay ? Pas d'esprit, bon, pas de rapport, hein. Plus généralement, en fait, et je vais citer Walton là-dessus, il a une très belle section où il analyse ce problème en général, pas que pour les fictions littéraires, mais aussi pour les peintures, pour les représentations filmiques, etc., qu'il appelle « Seeing the unseen, reporting the unreported ». Un joli titre. Ok, donc la seule candidate à la généralisation, qui pourrait s'appliquer à toutes les fictions, c'est l'interprétation large. Donc, selon l'interprétation large, je traduis weaker ici par large, le contrat fictionnel holds that when we consume fiction, we treat the text as if it were a source of factual information. Donc on fait comme si le texte était une source d'information factuelle, non fictionnelle, although the text itself is not a denizen of my pretense, bien que le texte lui-même ne fasse pas partie du monde que j'imagine. Rather, we are to let the text guide our imaginings as we would let a real text guide our belief. Ok. Et donc le problème ici, c'est qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que guider ici? Et la réponse, c'est déployer une double structure de feinte. Ok. Donc voilà comment décrit cette double structure de feinte Walton, qui je trouve le fait de manière assez jolie. I think one should recognize a world, call it the primary story world, containing the event of the story, but not the narrator. Perhaps this is what is meant when the narrator is said not to be a character. Donc, vous imaginez un monde, on l'appelle le monde primaire, qui contient les événements, mais pas le narrateur. It is fictional in this world that the events occur, but not that the narrator reports them. Donc, dans ce monde, les événements arrivent, mais ce n'est pas le cas qu'ils sont rapportés par un narrateur. Readers do imagine the narrators reporting them. Donc les lecteurs imaginent bien un narrateur, et probablement la manière dont il le raconte. But this imagining does not belong to the cluster associated with the primary story world. Donc vous imaginez bien le narrateur, mais pas dans la fiction primaire. We can recognize a secondary story world in which the narrator does the reports of the events of the story. Donc en fait, cette fiction secondaire, c'est la fiction de la narration elle-même. Okay ? Donc en fait, c'est pas du tout nouveau. C'est quelque chose qu'en philosophie, on voit très bien. Je vais parler de ce beau bouquin de Marcel Guillaume plus tard qui s'appelle « Grammaire temporelle des récits ». Stefano Predelli, très récemment, a introduit la jolie expression « périphérie fictionnelle » pour parler de ce deuxième monde. Et en fait, c'est même un topos de la narratologie structuraliste. Donc vous avez la distinction entre histoire et discours, mais en fait, vous pouvez faire varier les distinctions. C'est une distinction qui est tout à fait acceptée un peu partout. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur évidemment la fiction secondaire, je vais vous marquer comment elle fonctionne, essayer de définir un petit peu ce qu'il y a dans la fiction secondaire,
Et puis vous allez voir, puisque c'est un peu là qu'on peut s'amuser à faire tout dérailler, quoi. Donc la fiction secondaire, c'est une fiction, un monde fictionnel, dans laquelle en fait il y a essentiellement 3 personnages, ou 3 entités. Il y a le texte, on est parti de là, hein. Le contrat fictionnel, il nous dit que le texte dans la fiction secondaire, il est factuel, donc ce n'est pas le texte qu'on lit qui est fictionnel. Côté réception, vous allez avoir un narrateur, ou une narrateur. Ce n'est pas un narrateur, c'est un narrateur, c'est celui à qui est adressé le rapport. Côté production, vous avez un narrateur ou une narratrice. Alors, la théorie féministe a beaucoup discuté de savoir si les narrateurs et les narratères étaient des couples masculins ou féminins. C'est assez intéressant d'ailleurs comment ils explorent la fiction secondaire. L'image que je vais essayer de fixer dans votre esprit, c'est que les personnages de cette fiction secondaire, donc essentiellement le couple narrateur-narrateur, sont comme des fantômes qui assistent, qui regardent plus ou moins directement les événements de la fiction primaire, mais comme les fantômes, on ne peut pas les voir. Ils sont là, mais on ne sait pas qu'ils sont là. Okay ? Donc s'il y avait un narrateur qui racontait ce qu'on est en train de vivre, il serait là, pas loin, okay ? Mais évidemment, on ne peut pas interagir avec. Ce sont des fantômes. Peut-être on peut les sentir. Théophile Gautier, dans Le Capitaine Fracasse, a une belle image. L'écrivain qui fait un roman porte naturellement au doigt l'anneau de Gygès, lequel rend invisible, faisant référence à la République de Platon, avec cet anneau de Gygès, hein, et c'est l'invisibilité, comme pour les fantômes, qui compte. Ok, au-delà de l'image des fantômes, que j'aime beaucoup, en fait, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la frontière entre la fiction primaire et secondaire est caractérisée par 2 choses. Une barrière métaphysique, qui dit que en fait, l'interaction entre le narrateur et le narrateur et les personnages de fiction est impossible, pas d'interaction, mais un flux d'informations possible. Donc il y a une porosité sémantique. Ben oui, il faut bien quand même qu'ils voient ce qui se passe. Donc vous avez barrière métaphysique, porosité sémantique, et c'est ça en fait l'articulation et la distinction entre la fiction primaire et secondaire. Ok, on y va, voilà mon schéma. Je vous laisse le regarder pendant 1 minute, puisque après je vais commencer à faire n'importe quoi avec pour voir qu'est-ce qui tient et qu'est-ce qui ne tient pas. Okay ? Bon, c'est un schéma qui est évidemment que vous avez tous déjà vu sous une forme ou d'une autre. Ici, vous avez la réalité, avec le texte qui est fictionnel, l'auteur, l'autrice, la lectrice. Vous avez ici, s'ouvre avec le contrat fictionnel, l'idée que ici vous avez un rapport factuel, qui n'est donc pas pareil que le texte de départ, puisque ici c'est factuel. Et ensuite, vous avez un lien de production avec le ou la narratrice, un lien de réception avec le ou la narrateur, et vous avez cette barrière métaphysique avec porosité sémantique que j'ai représentée avec des petits traits bleus. Ok. Bon, vous avez bien ça en tête. Je vous indique, je fais une petite pause, je vous indique qu'en fait, on peut déployer cette même double structure autrement que ce que j'ai fait. Moi, j'ai choisi la route que j'appelle épistémologique, c'est-à-dire je me suis demandé qui sait, comment le sait-on. Et c'est une manière de mettre en valeur, en fait, ce qui, je crois, est bien mis en valeur ici, c'est que le texte lui-même, et ça va me servir par la suite, est en fait relativement indépendant des 2 autres entités. Mais en fait, il y a au moins 2 autres routes possibles qui sont intéressantes. Donc, j'ai cité tout à l'heure Marcel Vuillaume et Predeli. En fait, Predeli déploie la même double structure en étudiant la référence dans la fiction, et notamment les termes indexicaux, qui peuvent faire référence soit à la fiction secondaire, soit à la fiction primaire. C'est assez intéressant, assez systématiquement. Et l'étude des temps verbaux est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup aussi les théoriciens littéraires. Et vous avez un superbe bouquin du coup, qui s'appelle Grammaire temporelle des récits, qui a été publié dans la série Propositions aux éditions de Minuit, par François d'ailleurs, à l'époque où il dirigeait cette collection, et qui est absolument génial. Que d'ailleurs je crois que tu as cité pas mal de fois dans ton cours sur la fiction. Donc juste pour... En fait, Vuillaume a une série il va à la recherche de la description de la fiction secondaire dans les romans réalistes. Et il a une série de ce que les théoriciens littéraires appellent parfois des métalepses rhétoriques, c'est-à-dire que vous faites référence à la vision secondaire de manière explicite. Et vous avez plein d'exemples, donc voilà, j'en ai pris quelques-uns qui sont assez rigolos. Donc ici, Alexandre Dumas, 20 ans après. Maintenant, il faut que le lecteur franchisse avec nous la Seine et nous suive jusqu'à la porte du couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques.
Okay, donc vous êtes spatialisé dans la fiction primaire. Voilà ce qu'il était, donc encore Dumas, Collier de la Reine, voilà ce qu'il était nécessaire d'apprendre au lecteur avant de lui montrer M. Cagliostro, causant d'affaires avec M. de Crosne. Maintenant, nous pouvons l'introduire dans le cabinet du lieutenant de police. Okay, encore une fois, une localisation dans la fiction primaire. Une fois que le lecteur est introduit dans le cabinet de police, on ne le voit pas. Hein. Il est là, il assiste, mais on ne le voit pas. Ce qui est mis explicitement ici dans 7, c'est assez intéressant, encore Alexandre Dumas. Une sentinelle cachée dans les broussailles veillait à ce que ce coquin profane ne vînt troubler l'important conciliabule auquel, en autre qualité de romancier, c'est-à-dire de magicien, à qui toutes les portes sont ouvertes, nous allons faire assister nos lecteurs. Et donc nous, lecteurs, nous sommes des fantômes, nous assistons à un conciliabule ultra secret. Bah, évidemment, personne ne nous voit. Okay, bon, j'ai mis des exemples en anglais aussi, vous inquiétez pas, il n'y a pas que Dumas hein, qui fait ça, en fait c'est tout à fait bien connu. Ok, donc maintenant, dernière partie de mon exposé, je vais donc, une fois que je vous ai donné phénoménologiquement, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que cette distinction entre fiction primaire et secondaire, je vais commencer à vous montrer comment on peut tordre les choses et à la fin tout casser. D'abord une typologie de fonctionnement, ensuite je vais aller vers une typologie de dysfonctionnement, et à la toute fin, en fait, je fais une petite conclusion en faisant un petit commentaire d'un roman métafictionnel que j'aime beaucoup et que j'espère que vous allez aimer à la fin de cet exposé. Donc, ce que je propose de faire, c'est de reprendre une distinction que sans doute vous avez tous, si vous avez fait votre lycée en France, que vous avez tous déjà vu au lycée ou au collège, c'est la distinction entre homodiégétique et hétérodiégétique. Okay, donc en fait, je vais réinterpréter cette distinction, tout simplement, en disant que je vais appeler homodiégétique quoi que ce soit qui participe de la fiction primaire, okay, au niveau des événements fictionnels. Et je vais appeler hétérodiégétique ce qui participe de la fiction secondaire, donc qui est au niveau de la narration. Donc, une fois que vous avez cette distinction, par définition, les personnages de fiction, Hamlet, Sherlock Holmes, etc., sont homodiégétiques. Bon, tout va bien jusqu'ici. Par définition aussi, en fait, le ou la narrateur est hétérodiégétique. Okay, alors ça se voit pas tout de suite, mais en fait, si vous essayez d'appliquer la distinction homodiégétique-hétérodiégétique, donc si vous essayez de mettre l'entité narrateur à l'intérieur du monde primaire, en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez la distinction entre deux types de fictions tout à fait différentes, qui sont les fictions qu'on peut appeler contemplatives et les fictions interactives. Donc c'est la différence entre un roman et un jeu vidéo. Okay, si vous avez un avatar, votre avatar, il est dans le monde de la fiction primaire. Si vous êtes dans une fiction contemplative, vous êtes toujours à la marge, bien qu'au milieu, parce que vous êtes des fantômes, du monde fictionnel. Okay, donc gratuitement, si vous voulez, vous avez cette distinction-là. Moi, je m'intéresse évidemment aux fictions contemplatives et pas interactives. Dans une fiction interactive, on peut en discuter, mais la place du narrateur, par exemple, n'est pas du tout la même que dans une fiction contemplative. Donc en principe, on exclut le narrateur et les personnages de fiction, mais en principe, en fait, on peut appliquer la distinction homo-hétérodiégétique à la fois au texte et au narrateur. Okay, donc là, vous commencez à me voir venir. Bon, un peu de définition. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler, pour faire référence à mon interprétation stricte et large du contrat fictionnel, je vais appeler narration stricte le cas où le rapport, c'est-à-dire le texte factuel, est homodiégétique. Donc c'est le cas des mémoires dans Lolita ou du bouquin écrit par le narrateur dans Le berceau du chat. Et je vais appeler sinon la narration large, sinon, c'est-à-dire quand le rapport il est en fiction secondaire et pas en fiction primaire. Et je garde du coup homodiégétique, hétérodiégétique pour qualifier le ou la narratrice, hein, pour garder quand même l'idée de Genette. Vous avez donc 4 cas possibles. Alors, narration hétérodiégétique large, donc en fait là vous avez le cas où à la fois l'entité narratrice et le texte participent de la fiction secondaire, donc vous êtes dans un cas de narration omnisciente, si vous voulez, quelque chose comme ça. Narration homodiégétique stricte, là vous avez en fait le cas de Lolita ou du berceau du chat. Le narrateur est un personnage de fiction et il écrit un truc à propos de ce qui lui est arrivé.
Et ensuite, vous pouvez faire diverger les deux autres cas. Et alors là, ça fait quelque chose de bizarre. La narration homodiégétique large. Donc homodiégétique, ça veut dire que le ou la narratrice est dans le monde primaire, mais pas le rapport. Donc il produit un rapport qui ne fait pas partie de son monde. OK ? Et la narration hétérodiégétique stricte, ça veut dire que le ou la narratrice ne fait pas partie du monde, mais son rapport fait partie du monde primaire. OK. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué avec mon schéma, et en fait j'ai changé ça. Donc là, vous êtes dans du hétérodiégétique large, homodiégétique strict, ok, ça fait partie du coup maintenant de la fiction primaire. Puis il y a deux autres cas, vous prenez que le narrateur fait partie du monde fictionnel, mais pas son rapport. Alors là, je ne sais pas si ça correspond vraiment à des fictions réelles, il faudrait qu'on en parle. Et ensuite, cas super bizarre, vous avez un narrateur et un narrataire qui sont en communication, mais leur outil de communication est intercepté par les événements fictionnels. Ok ? Alors, quand je suis arrivé là, je me suis dit, bon, est-ce que ça correspond à quelque chose? Et en fait, ouais. En fait, les consolateurs, c'est ça. Caroline Rose intercepte le rapport à son endroit, elle arrive à l'entendre. Par contre, elle ne voit ni le narrateur ni le narrateur. Et elle est obligée de raisonner pour se dire, bon, bah, s'il y a un rapport, il y a bien une production de rapport, donc c'est le narrateur, mais elle ne le voit jamais, elle n'arrive pas à l'attraper, ni le narrateur. Et donc vous avez un cas, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, ce cas-là est clairement un cas de ce que j'appelle la narration hétérodiégétique stricte. Ok. Bon, ça me sauve, parce que je commençais à faire tellement n'importe quoi que peut-être je ne tombais pas sur mes pieds. En fait, si, il y a des auteurs qui ont fait ça. Ok, maintenant, on va essayer de faire dysfonctionner les choses de manière un petit peu plus radicale. Et vous voyez que, pour l'instant, j'ai joué que avec cette frontière-là, et puis j'ai joué gentiment, puisque en fait, j'ai essayé de manger un peu sur la fiction secondaire. Mais évidemment, vous pouvez vous poser la question, et qu'est-ce qui se passe quand je fais que cette ligne en pointillé-là rencontre la ligne continue là? Bon, ça va être n'importe quoi, hein. On va faire s'effondrer les deux distinctions. D'accord? Alors, je fais un petit récapitulatif. Je propose de considérer la double structure de feinte comme un dispositif fictionnel de base à faire dérailler. Donc ça, c'est le point de vue de l'auteur, si vous voulez. Si vous êtes un auteur de métafiction, vous voulez faire dérailler la structure, donc il faut la comprendre. Hein. Pour faire dérailler des trains, il faut savoir comment ça marche. Effectivement, je pense que je vous ai convaincu que le système que je vous propose, c'est un dispositif qui est, selon Walton, plus subtil, plus sophistiqué et moins transparent que la feinte ludique paradigmatique des jeux d'enfants. Donc en fait, l'idée, c'est que la feinte fictionnelle, c'est une complication de la feinte ludique des jeux d'enfants. Okay, parce qu'il y a deux niveaux, justement. Peut-être que les enfants, eux, n'arrivent pas à ce double niveau tout de suite. En tout cas, c'est un apprentissage assez long. En fait, à première vue, il semble que le fait que l'attention du lecteur ou de la lectrice soit portée sur la double structure de feinte, donc la déstabilisation dont nous parlaient d'ailleurs les théoriciens littéraires, n'est pas nécessairement un trait caractéristique, mais peut être une conséquence du dysfonctionnement de la structure. Par exemple, je pense que la lecture de Muriel Spark, en fait, c'est assez difficile d'identifier qu'est-ce qui dysfonctionne dans la structure fictionnelle. Je soutiens donc, en fait, assez paradoxalement, que la réflexivité est soit un moyen, soit un effet de l'entreprise métafictionnelle, ce qui faudrait que je discute avec des théoriciens littéraires là-dessus, mais peut-être pas un trait caractéristique. Et il s'ensuit évidemment qu'il y a toute une gradation métafictionnelle à explorer systématiquement dans le reste de l'énoncé, de l'exposé, puisque j'ai encore 10 minutes. Je ne vais pas tout explorer, mais je vais vous proposer de regarder 3 techniques différentes qui sont non exhaustives et non exclusives. Puis après, je vais vous montrer comment un auteur a réussi à mettre ces 3 techniques ensemble dans un joli bouquin. Alors, première idée, faire dysfonctionner la fiction secondaire. Donc il y a plein de manières de faire dysfonctionner la fiction secondaire. Vous pouvez par exemple essayer de la surpeupler ou de la dépeupler. Si vous enlevez le narrateur, qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez plein de narrateurs, qu'est-ce qui se passe? S'il y a plusieurs narrateurs, qu'est-ce qui se passe? Si les narrateurs discutent entre eux, qu'est-ce qui se passe? Okay,
Mais vous pouvez aussi essayer de la faire dysfonctionner en travaillant sur la frontière. Et en fait, vu comme j'ai caractérisé la frontière, il y a au moins 2 manières de faire. Vous pouvez rendre l'interaction possible. Donc vous pouvez essayer de passer la barrière métaphysique. Là, on va vers l'interaction. Mais vous pouvez aussi, et je pense que c'est plus rigolo, vous pouvez rendre le flux d'informations impossible. Vous pouvez établir une imperméabilité sémantique entre les deux mondes. Qu'est-ce qui se passe quand le rapport n'arrive plus à faire référence aux événements de la fiction? Peut-être que ça correspond à ce que Gerald Prince appelle la dysnarration. Une autre technique qui est très intéressante, et pour ceux qui connaissent, on pourrait se dire que en fait, une métafiction consisterait à faire de la fiction secondaire, qui est un moyen en fait pour accéder à la fiction primaire, on pourrait en faire le centre de l'attention. À la limite, on aimerait bien un roman qui n'aurait pas de fiction primaire, qui n'aurait que la fiction secondaire. Est-ce que ça existe? Je soutiens que en fait, c'est un des ressorts principaux du roman d'Italo Calvino, qui est souvent appelé une métafiction, qui est Si par une nuit d'hiver, un voyageur. J'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle « Stuck in the fictional periphery ». Alors maintenant, dysfonctionnement de la fiction primaire. Je gardais en tête imperméabilité sémantique, c'est ça que je vais illustrer par la suite. Dysfonctionnement de la fiction primaire. Bon, une manière de faire dysfonctionner, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous faites s'inviter des éléments de la réalité qui ne devraient pas être là, mais qui viennent télescoper les événements fictionnels. Donc il y a au moins 2 choses que vous pouvez faire venir dans la fiction qui ne devraient pas être là. C'est le texte fictionnel et l'auteur ou l'autrice. Donc intrusion du texte dans la fiction primaire, le texte comme objet réel qui vient télescoper les événements fictionnels. Là en fait c'est tous les essais formels de la littérature qui est bien connu notamment par du roman de Laurence Sterne qui s'appelle Tristram Shandy. Donc il y a plein d'exemples de ça, mais il y en a un qui est assez rigolo. Donc au livre 6, chapitre 28, on trouve une page blanche où les lecteurs doivent dessiner une femme qui évoque la concupiscence. Et c'est très important que ce soit le ou la lectrice qui dessine, parce que c'est important pour la suite, et comme chacun a ses goûts, ma foi, faut que vous sentiez le truc, quoi. Okay. Donc là, l'intervention de la page blanche est évidemment l'intervention de l'objet que vous avez, vous, au milieu d'une narration où il y a des événements fictionnels. L'intrusion de l'auteur ou de l'autrice, bon, bah là, c'est typiquement la rencontre métafictionnelle. Donc, il y en a plein, je vous en propose 3, en tout cas, c'est 3 que j'ai lus et que j'ai bien aimés. Miguel de Unamuno, 1915, donc bien avant le postmodernisme, et deux romans de rencontres de auteurs-personnages très connus, très postmodernes, John Faust, The French Lieutenant's Woman, et Kurt Vonnegut, The Breakfast of Champions. Ça, si vous n'avez rien à lire en ce moment, il faut lire ça, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle, c'est intéressant. Alors, ce genre de fiction est évidemment impossible, et en fait, donc, ça déstabilise la structure narrative. Donc, c'est fort possible que phénoménologiquement, ce qu'on fait, c'est que pour traverser la frontière réalité-fiction, en fait, d'abord, on fictionnalise cette frontière. Donc, on rend fictionnel l'auteur, qui ensuite va rentrer un peu comme la rose pourpre du Caire, si vous voulez. Vous faites une métalepse interne à propos de quelque chose qui est censé être une métalepse ontologique. Donc sans doute, si on veut stabiliser le dispositif narratif, qui sinon s'effondre, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une fiction enchâssée. Et en fait, c'est bon, si vous regardez le bouquin de l'avocat qui s'appelle Fait et fiction, ce paragraphe, elle regarde d'ailleurs plusieurs manières de faire ça, c'est assez intéressant. Voilà les 3 bouquins que je vous propose. Nibla, donc, c'est un personnage de fiction qui vient se plaindre à son auteur, parce que vraiment, il a une vie qui n'est pas drôle. Elle est vraiment nulle, sa vie. Et du coup, bon, au bout d'un moment, il va voir son auteur et il dit « Pourquoi t'as fait ça, quoi ?» Et il y a une grosse discussion sur le suicide. Est-ce que le personnage peut se suicider sans l'aval de son auteur? Okay. Donc c'est ça le sujet. Ici, vous avez, bon, ça c'est vraiment le plus commenté. Hein. Si on parle d'une métafiction, il n'y en a qu'une seule, c'est celui-là, qui a été commenté des dizaines et des dizaines de fois par des théoriciens littéraires. Et du coup, l'auteur se demande ce qu'il va faire de ces personnages. Et c'est une réflexion sur le libre arbitre des personnages aussi, sur est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc on peut en parler si vous voulez. Et j'ai même cité pour les questions, si vous voulez, les passages où l'auteur vient intervenir dans la fiction qui sont assez caractéristiques. Et Kurt Vonnegut, donc ça c'est vraiment
bon, c'est vraiment génial. Et à la fin, il fait vraiment n'importe quoi, l'auteur, et il dit genre, je peux faire n'importe quoi, et du coup, il fait vraiment n'importe quoi, et il arrive à nous garder. C'est assez drôle. Ok, donc je finis par un petit commentaire, en fait, en quelque sorte, hein, d'un bouquin de Salvador Plasencia, qui a été publié en 2005. Alors, Salvador Plasencia est un auteur qui n'est pas du tout connu. C'est un auteur mexicain qui est venu aux États-Unis dans les années 2000 pour faire des études de creative writing sur la côte est des États-Unis, et qui, à la suite de ses études, a en fait obtenu une bourse pour écrire un bouquin, qui a donné ça, ce bouquin-là, qui a été publié d'ailleurs de manière non lucrative, donc c'était vraiment un essai, si vous voulez. Et depuis, il n'a plus rien écrit. À ma connaissance, il est prof de creative writing aux États-Unis, mais il n'a plus rien écrit par la suite. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi, parce que je trouve que son premier essai était un essai de maître. À ma connaissance, il n'est pas traduit. J'ai même pas vu vraiment de commentaires de ce texte dans ce que j'ai cherché. Alors, l'intrigue principale du roman, c'est, et là je cite Salvador Plasencia, une guerre contre la narration omnisciente. C'est l'intrigue principale du roman. C'est une guerre entre qui et qui? Évidemment, entre les personnages et le narrateur, omniscient. Les personnages, le personnage principal, c'est Federico Della Fe, et il a une armée. Okay, et ils vont se battre contre qui? Contre Saturne, qui est une entité narrative qui est évidemment dans le ciel et qui voit tout en surplomb. Une entité en surplomb. Et en fait, cette guerre, qui donc va nous occuper, hein, c'est vraiment l'intrigue principale du roman, donc c'est une intrigue métafictionnelle, si vous voulez, cette guerre est représentée spatialement sur la double page. Donc voilà ce que ça donne. Là, on est à peu près au début du roman, et vous avez ici Saturne qui a de la place encore à gauche, là, et puis qui taille la part du lion, si vous voulez, et qui a toute la page de gauche. Et ensuite, vous avez de la narration du coup en perspective interne. Ici, un personnage qui s'appelle Petite Merst et Sandra. Okay, vers la fin du bouquin, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que Saturne, là, il a vraiment perdu du terrain. Okay, donc l'idée, c'est que c'est la page, l'endroit où se jouent les choses. Et toute l'intrigue, c'est est-ce que Saturne va se faire complètement dépasser par ses personnages ou pas. Et vous voyez que ça devient même un peu anarchique de ce côté-là de la page. D'accord ? Donc voilà l'intrigue. Et maintenant, voilà les trois techniques métafictionnelles qui sont mises ensemble et qui sont articulées. La lutte donc s'engage sur trois plans. Le premier plan, c'est l'interface primaire-secondaire. L'élément clé, c'est que Federico Della Fe, qui du coup comprend qu'on le voit en surplomb et que c'est Saturne, il comprend aussi que le plomb est en fait opaque au regard de Saturne. Et donc ce qu'il fait avec son armée, c'est qu'ils vont commencer à blinder leur maison de plomb. Ils mettent du plomb partout dans leur maison, parce que c'est une manière pour Saturne de ne pas voir à l'intérieur. Et à chaque fois qu'ils sortent, ils pensent que des choses inintéressantes. Okay, du coup, Saturne est mal, parce qu'il n'a plus rien à raconter, quoi. Enfin, il ne voit pas ce qui se passe dans les maisons, et à chaque fois que les gens sortent, ils pensent à des trucs absolument inutiles. Ça stresse énormément Saturne, vous pouvez l'imaginer. Au niveau du plan du livre-objet, vous avez un autre personnage qui s'appelle Baby Nostradamus, qui a des pouvoirs un petit peu spéciaux, parce qu'il a un pouvoir formel qui va d'ailleurs transmettre à la fille de Federico Della Fe, qui est Little Merst. En fait, il peut noircir des bouts de page à volonté. Il a cette capacité de jeter des taches d'encre sur la page. Je vais vous montrer après ce que ça donne, c'est assez rigolo. Et enfin, la troisième chose, là pour le coup c'est la rencontre métafictionnelle. Là vous avez imperméabilité sémantique, là vous avez le plan du livre-objet, et là vous avez la rencontre métafictionnelle, donc avec l'auteur, un des personnages, Smiley, va voir Salvador Plasencia. Et le but du jeu c'est de lui piquer le bouquin pour qu'il arrête. Et en fait c'est assez drôle parce que c'est un peu une parodie si vous voulez de la rencontre métafictionnelle. Et en fait, Smiley rencontre l'auteur, mais en fait, c'est au moment où celui-ci il est ravagé de chagrin, il vient de se faire larguer par sa copine, et puis alors du coup, il abandonne complètement l'écriture du livre, et il dit « c'est bon, t'as gagné, j'arrête ». Okay. Donc c'est une rencontre métafictionnelle qui, d'habitude, ça... bon, bref, c'est une parodie de rencontre métafictionnelle. Donc voilà ce que ça donne au niveau formel, et notamment comment Baby Nostradamus s'y prend, et comment il transmet son pouvoir à Little Merst. C'est assez rigolo, donc je vous montre le passage.
Donc là, on est dans un passage du roman où vous n'êtes plus en narration simultanée, mais en narration linéaire. Et donc c'est ici que ça se passe. Vous avez ici Baby Nostradamus. Voilà ce qui est écrit. At first, Little Must attempts. Donc au début, Petite Merste essayait, mais c'était pas très réussi. Donc regardez, Baby Nostradamus lui montre comment faire. Il dit, regarde, EMF, c'est El Monte Flores. C'est le nom de l'armée de Federico Delafe. Et donc vous voyez, bon bah voilà. Et puis ensuite, Baby Nostradamus, hop, il met du noir. Au début, Little Merste, ça marche pas du tout, hein, parce que du coup là, elle met on voit tout. D'accord? Donc, instead of hiding the letters, they became more pronounced. Au lieu de cacher les lettres, elle les rendait encore plus visibles. But after 3 days, as Little Merste practiced under the protection of her lead ceiling, donc elle s'entraîne sous son plafond de plomb, voilà ce que ça donne ensuite. Ah oui, là c'est beaucoup mieux. Okay, elle y arrive beaucoup mieux. Et après, elle arrive même à faire des trucs, attention, hein, c'est quelque chose. Et donc voilà. Ensuite, Little Merste, évidemment, fait ça pour cacher ses propres pensées, et vous voyez qu'elle arrive même à cacher les pensées des autres. Et après, elle devient vraiment super forte, parce que vraiment, elle arrive à tout cacher. Okay, donc tout ça, c'est, si vous voulez, l'ensemble des techniques qui sont mises en place par Salvador Plasencia, et qui sont toutes des techniques métafictionnelles, mais qui viennent travailler, si vous voulez, la structure fictionnelle à plusieurs endroits. Et là-dessus, j'espère que... ah oui, pour finir, un petit peu d'interprétation thématique. Oui, c'est ça. Alors, bon, en fait, j'ai beaucoup aimé ce roman aussi parce que souvent, on pense que les métafictions, c'est assez drôle. Bon, et puis j'ai fait en sorte aussi dans cet exposé de faire un peu des blagues sur ce genre de thème. Mais en fait, contrairement à des clichés qui sont peut-être un peu postmodernes, cette œuvre-là de Salvador Plasencia n'est pas drôle du tout. Et en fait, à plusieurs endroits, et le thème principal, pas l'intrigue fictionnelle, mais le thème, si vous voulez, de quoi ça parle, quoi, au niveau de notre humanité, il va poser à plusieurs endroits la question en fait, de ce qu'on peut appeler le droit d'intimité pour les personnages. Est-ce que les personnages ont droit à l'intimité? Et notamment sur fond en fait, d'immense tristesse, parce qu'il se trouve que la plupart de ces personnages ont vécu des trucs qui sont absolument terribles, et on les voit dans des situations qui sont absolument terribles. Et du coup, est-ce que vraiment, nous, lecteurs, on devrait regarder des personnages qui sont aussi misérables, quoi? Par ailleurs, il y a même une réflexion en fait, sur la légitimité de l'auteur, qui lui est mexicain, qui est immigré mexicain aux États-Unis, mais qui est venu faire du creative writing. Donc autant vous dire qu'il n'est pas dans la même situation précaire que la plupart des immigrés mexicains sur le sol américain. Et il se pose la question d'ailleurs de l'appropriation par un auteur mexicain d'histoires de migrants mexicains. Puisque ce sont des histoires de migrants mexicains, est-ce que lui-même a le droit de divulguer ces histoires, en changeant les noms peut-être, mais enfin quand même, on parle de vraies personnes. Et donc le thème fondamental, finalement, c'est plutôt le voyeurisme de la narrateur, du narrateur, et qui est sans doute le pendant de l'omniscience de la narration. Vous êtes des fantômes qui voyaient tout, mais du coup, vous voyez tout. Est-ce que vous avez vraiment envie de tout voir? C'est ça la question. Et ça met donc en perspective, si vous voulez, c'est assez malaisant, en fait, au bout d'un moment dans le roman, puisque on se demande, finalement, si on a vraiment envie de s'identifier à ce personnage de voyeureuse, hein, j'ai mis ça comme ça, est-ce que vraiment voyeureuse, est-ce que c'est heureux d'être voyeur? Et donc, là-dessus, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce roman, et puis c'est fini pour moi, et j'attends vos questions avec impatience.